Nous allons reprendre le programme de ce webinaire. Je vous remercie de nous suivre en direct. Nous sommes, nous, ici au Musée des Confluences, mais évidemment, nous allons avoir des interventions également qui vont se faire à distance. Ce sera le cas tout à l'heure pour parler des nouveaux enjeux de l'assainissement avec à la fois Suez, Veolia et puis Haute-Paris qui interviendront sur différentes thématiques. Nous allons, pour l'heure, aller sur un sujet qu'on a un peu abordé ce matin, qui est un sujet très problématique, qui est la question de la gestion des eaux pluviales. Il peut l'être en tout cas dans certaines situations. Et j'appelle Anne Gros-Perrin, Elisabeth Sibeux, Michel Jam et Nicolas Fiolaine, que vous voyez dans le programme de ce webinaire si vous l'avez à proximité sur votre ordinateur. Sinon, je vais vous rappeler un peu quelles sont les fonctions de chacune et chacun d'entre eux et d'elles. Anne Gros-Perrin est vice-présidente, est vice-présidente eau et assainissement du Grand Lyon. Elisabeth Sibeux, installez-vous. Vous êtes responsable service pilotage assainissement des eaux usées et pluviales au Grand Lyon. Michel Jam, qui s'est situé au centre ici de la Seine, et vice-président eau et assainissement du Grand Narbonne. Et Nicolas Fiolaine, tout à fait à ma droite, nous observe depuis déjà une demi-heure ou une heure. Il est chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon et vous intéressez beaucoup au comportement humain. Donc vous allez nous dire à quoi ça sert dans ce contexte. Alors, les eaux pluviales, c'est vrai que c'est une gestion qui peut être assez simple, on va dire, dans des situations où on n'est pas soumis à des catastrophes ou à des pluies soudaines. Malgré tout, c'est toujours un énorme enjeu. Anne Gros-Perrin, vous avez endossé le rôle de vice-présidente eau et assainissement au Grand Lyon. Voilà, et vous êtes toute nouvelle dans la partie, puisque effectivement il y a eu un changement de majorité, on en a entendu un petit peu parler à Lyon. C'est quand même une délégation très lourde, l'eau et l'assainissement, et on va en venir très rapidement aux eaux pluviales, mais déjà sur cette délégation au assainissement Grand Lyon. C'est une délégation passionnante. Très remplie, effectivement, très lourde, oui, effectivement, mais c'est surtout passionnant. Et c'est surtout passionnant parce que je pense effectivement que la question... Alors parlez bien près du micro qu'on vous entende. La question de l'eau, en fait, devrait être préalable à toute politique publique aujourd'hui. Et effectivement, je ne mesurais pas à quel point, avant d'entrer dans cette fonction, même si j'avais un intérêt très fort pour ce sujet, à quel point, effectivement, cette question va devenir très prégnante dans les décennies à venir et à quel point c'est cette question qui doit irriguer l'ensemble des politiques publiques en amont de leur construction. Donc, on est effectivement dans cette réflexion et dans ce travail au niveau de la métropole de Lyon. Alors, Lyon, tout le monde visualise à peu près. On remarque qu'il y a quand même des petites cassures géologiques. Ce n'est pas entièrement plat, on va dire. Il y a le Rhône au milieu, certes. Donc, ça doit jouer aussi un rôle dans les écoulements. Et la problématique sur Lyon, concernant les eaux pluviales, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, elle est multiple. C'est un réseau qui s'est construit comme dans toutes les grandes villes au fil du temps. On a effectivement eu au 19e siècle les premiers réseaux d'assainissement qui ont été créés essentiellement pour évacuer les eaux de pluie dans les parties les plus plates de la ville. Effectivement, on a eu déjà à cette époque-là des problèmes d'imperméabilisation des sols qui se sont révélés. Et on est, comme beaucoup de grandes villes, passé à des réseaux unitaires aux alentours de 1902. Donc aujourd'hui, la métropole de Lyon, elle est en réseau unitaire à 85%. Donc ça pose de multiples problèmes, effectivement. Le rejet au milieu, notamment, c'est-à-dire quand on a des grosses pluies, effectivement, on maîtrise beaucoup moins les rejets vers le milieu naturel. Absolument. Donc un impact important sur les milieux aquatiques, effectivement. Et puis donc la ville a continué à se densifier, à s'imperméabiliser. Et on a toujours plus de réseaux, toujours plus de gros diamètres et toujours plus de problématiques. Je pense que cette question de la gestion de l'eau dans les villes, elle est indissociable de la densité urbaine. Avec son corollaire d'artificialisation des sols, qui est excessivement important sur la métropole de Lyon. Et la métropolisation, en fait, a intensifié très fortement ces problématiques de gestion des eaux pluviales. Donc aujourd'hui, des grandes métropoles comme la nôtre sont confrontées, avec le système de réseau unitaire qu'on a, à des problématiques multiples qui sont liées à la gestion des eaux pluviales.
on peut rentrer dans le détail. Alors, la métropolisation, ça, c'est vrai que c'est un point intéressant. On a vu ce matin que les communes rurales pouvaient avoir des difficultés à financer leurs infrastructures parce qu'il y a moins de monde. Puis, à l'inverse, quand tout le monde arrive, débarque, entre guillemets, en ville, là, ça crée aussi des investissements. C'est-à-dire qu'on arrive à saturation de certaines installations, il faut aller renforcer les équipements. Et à chaque fois, c'est à la fois des nuisances importantes pour les habitants qui sont déjà là, et puis des investissements très lourds. Donc ça se planifie. En termes de gestion des eaux pluviales, est-ce que c'est un enjeu important sur le plan financier aujourd'hui, sachant qu'on voit des phénomènes météorologiques qui sont marqués se produire de plus en plus fréquemment? Oui, c'est un enjeu évidemment, mais comme je disais, les enjeux sont vraiment multiples. Tout d'abord, les eaux pluviales sont excessivement chargées en polluants, qui sont des métaux lourds, des hydrocarbures, etc., et qui sont lessivés sur les surfaces urbaines. Donc ça, c'est un enjeu très lié au ruissellement des eaux pluviales. Dans le cadre des réseaux séparatifs, les eaux pluviales sont effectivement prises en charge par un réseau dédié avant le rejet dans le milieu naturel, mais dans des réseaux unitaires comme le nôtre, les réseaux rejoignent les stations d'épuration. Et nos stations d'épuration arrivent très rapidement à saturation. Donc ça, c'est une problématique très importante également, qui a des conséquences également financières. Et puis, on a une problématique urbaine très spécifique, c'est la réinfiltration à la nappe phréatique, qui se fait de moins en moins bien, c'est-à-dire que les nappes sont de plus en plus vulnérables. Dans la métropole de Lyon particulièrement, on a une nappe de l'Est qui est une nappe importante, qui aujourd'hui, effectivement, est en situation de vulnérabilité, puisque le préfet a même pris un arrêté de sécheresse au 15 mars très récemment sur la métropole de Lyon et une partie des départements. On est le 29 mars, il y a déjà un arrêté de vigilance sécheresse du préfet. C'est quand même exceptionnel, ça. Oui, ça arrive de plus en plus tôt dans l'année. Et là, c'est consécutif en plus à 5 années de sécheresse importante et de baisse de recharge des nappes. Donc, ça devient un problème de plus en plus important pour les grandes zones urbaines comme la nôtre. On va évoquer la question de la désimperméabilisation. On imagine que sur une métropole comme Lyon, ce n'est pas une mince affaire, qu'il y a énormément de dossiers à traiter et que chaque dossier, à première vue, a l'air de prendre du temps. Vous allez nous expliquer comment ça se passe et quelles sont les difficultés rencontrées. Michel Jam, si on parle d'eau pluviale et on pense avec le Grand Narbonne tout de suite aux catastrophes qui se sont produites. Il y avait une catastrophe en 2018 déjà qui a marqué les esprits parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans l'Aude, mais aussi Grand Narbonne plus en aval des zones concernées. Je crois que c'est Trèbes qui avait été beaucoup touché. Et puis, on s'en souvient parce qu'il y a 2-3 ans, mais en 1999, il y avait déjà eu 20 morts. Quand la pluie est intense chez vous, la pluie tue. C'est un vrai problème de responsabilité en tant qu'élu, et puis évidemment, humainement aussi, pour prévenir ces catastrophes. Oui, alors, les eaux pluviales, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet et j'ai la chance au Grand Narbonne donc, de porter la délégation de tout le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'il s'agisse de l'eau potable, qu'il s'agisse des eaux usées, qu'il s'agisse des eaux pluviales, mais des eaux pluviales urbaines, et qu'il s'agisse de la GEMAPI. Donc, effectivement, donc c'est une chance de pouvoir travailler sur tout le cycle entier de l'eau. Il y a des complexités parce que il y a des besoins qui sont très importants. Vous l'avez dit. D'abord en termes d'inondation hors eau pluviale, effectivement, nous sommes dans une région où lorsqu'il pleut, les fleuves qui sont à sec parfois et souvent se transforment en torrents. Donc, il y a C'est pas une augmentation au début, c'est la naissance d'un fleuve, en quelque sorte. Quand le fleuve est là, mais se charge très rapidement quand il y a des orages. Et c'est-à-dire que l'eau monte très vite, très vite, occasionne des dégâts très rapidement. Parfois, on n'a pas le temps de se retourner. Vous avez cité l'exemple de Trèbes où il y a eu de nombreux morts il y a 2 ans. En 1999, nous avions déjà eu plus de 20 morts dans le département de l'Aude. Et l'eau repart aussi très rapidement. Donc, nous sommes sur des épisodes méditerranéens. C'est une spécificité réelle
rien à voir avec des inondations qui sont causées par d'autres fleuves. Voilà. Et à côté de ça, donc, nous avons la gestion des eaux pluviales urbaines. Alors, on peut toujours se poser la question de savoir où est la limite, parce que les eaux pluviales urbaines sont une gestion pure de l'EPCI, alors que les eaux pluviales non urbaines ont été, par la loi NOTRe, ont été transférées à des épages. Donc, on se retrouve avec plusieurs structures qui parlent de la même chose, même si ce n'est pas au même endroit. Et on se retrouve avec des modes de financement, évidemment, qui sont tout à fait différents, parce que dans le cycle de l'eau, à la fois, on va parler d'eau potable et d'eau usée, avec un équilibre qui doit se faire au niveau du service. Lorsqu'on parle d'eau urbaine, d'eau pluviale urbaine, mais là, c'est le budget général de l'EPCI qui va supporter le poids des infrastructures. Et lorsqu'on parle d'inondation de manière plus classique, là, par contre, on va financer par le biais de la taxe GEMAPI. D'accord, donc ça donne effectivement à chaque fois lieu à la sollicitation d'entités différentes. Vous, le fait que vous couvriez l'ensemble des champs, vous y voyez quel intérêt? Quelle était la réflexion d'ailleurs pour que vous soyez, vous, sur l'ensemble du cycle de l'eau? S'il y a beaucoup d'endroits où c'est séparé, on n'est pas forcément avec un élu qui a l'ensemble des compétences. Oui, mais j'ai vu un grand intérêt puisque sur le mandat précédent, je détenais la délégation GEMAPI simplement. Et donc, lorsqu'il y a eu les renouvellements des élus dans les EPCI, j'ai demandé à avoir la délégation complète sur le cycle de l'eau. Ce qui me permet, ou ce qui m'oblige à siéger dans pas mal d'organismes, de manière à avoir une vision globale. Et c'est vrai que là où nous allons trouver le plus de travail et le plus de besoins, en fait, c'est tout ce qui concerne notamment les épages, dont les syndicats des rivières. Et au-delà, donc, moi, je préside moi-même un syndicat de rivières qui concerne ma commune de Sijan, dont je suis le maire. Et je siège également au SMAR, qui est le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, donc qui coiffe, qui fédère les 7 syndicats dans l'Aude. Et sachant que, s'agissant du Grand Narbonne, 5 syndicats donc, relèvent du Grand Narbonne, ce qui fait une grande diversité. Et c'est vrai que ce cycle de l'eau est quand même un peu compliqué parce qu'il y a un éparpillement qui parfois, ou qui pourrait peut-être être synthétisé. On évoquait ce matin la situation des communes qui accueillent ponctuellement des touristes parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires ou parce que c'est des zones, des destinations de vacances. Vous, c'est encore autre chose. Alors, évidemment, les vacanciers qui viennent évidemment sur le Grand Narbonne à proximité, mais il y a aussi le fait que l'Occitanie attire. On sait que c'est la région de France qui attire beaucoup. C'est dans le Grand Narbonne, je crois que c'est 1% de plus d'habitants chaque année. Et quand on pense aux eaux pluviales, on pense forcément aux questions d'aménagement. C'est comment on accueille les personnes, comment on construit, comment on aménage ces terrains. On ne va pas revenir sur les erreurs du passé, mais comment on fait aujourd'hui pour ou revenir sur ce qui a été fait comme erreur dans le passé d'ailleurs, si on y revient, ou sinon pour mieux construire, en tout cas de manière plus cohérente avec la question de la gestion des eaux de pluie. Alors, le Grand Narbonne a la chance d'être en bord de mer. Donc, vous savez, nous sommes en Occitanie, une région qui attire. Mais dans le département de l'Aude, ce qui attire le plus, évidemment, c'est le bord de mer. Et effectivement, donc, c'est le Grand Narbonne. Et c'est l'aval. Et c'est l'aval de tous les ruisseaux et de tous les fleuves. Donc, effectivement, plusieurs problématiques, puisque nous sommes 135 000 habitants à l'année, mais beaucoup plus, évidemment, en été. Donc, si l'on considère le cycle de l'eau, évidemment, les infrastructures doivent être surdimensionnées, puisqu'elles doivent être capables de recevoir les populations estivales, donc, où nous sommes vraiment nombreux. Et en même temps, nous nous trouvons avec une augmentation croissante et régulière de population dont nous devons en tenir compte. Nous sommes à l'aval des fleuves, donc évidemment, bon, quand il pleut chez nous, on a quand même quelques risques d'inondation, que ce soit par ruissellement, que ce soit par débordement des rivières. Mais s'il pleut un peu plus à l'ouest, comme en 2018, quand il y a eu les gros dégâts sur Trèbes, à un moment donné, l'eau finit par arriver à la mer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour les nouveaux arrivants? Alors, il y a les questions évidemment des personnes qui viennent pour les vacances estivales, mais pour les personnes qui s'implantent, est-ce qu'il faut maintenant interdire, je sais pas, les parkings? Est-ce qu'il faut avoir des actions spécifiques? Est-ce que vous envisagez des changements dans l'urbanisme
ou dans la façon d'obliger Alors, les nouveaux arrivants à s'implanter avec… les changements ont déjà été initiés, puisque que ce soit à plusieurs niveaux, puisque il y a des plans de prévention des risques d'inondation qui interdisent un certain nombre de choses. Il y a des plans locaux d'urbanisme qui intègrent aussi un certain nombre de points. Et le gros du travail consiste en fait dans la sensibilisation de tous les publics. Si l'on parle d'inondation, quelques temps après l'inondation, tout le monde oublie. Tout le monde oublie. Tout le monde vous jurera qu'à tel endroit, il n'y a jamais eu d'inondation, alors que quand on regarde l'historique, il y en a eu quelques années auparavant. Et en ce qui concerne les constructions nouvelles, évidemment, tout cela passe par plusieurs points, que ce soit les parkings qui peuvent être perméables, que ce soit des chaussées qui sont drainantes, que ce soit des toits terrasses qui retiennent l'eau, qui peuvent être végétalisées ou pas végétalisées. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à faire mouche dans les publics qui sont concernés, parce que lorsque vous êtes promoteur, lorsque vous allez dans ce sens-là, c'est vrai que le projet peut être porteur. Pour les politiques, évidemment, il peut être porteur aussi de dire que nous menons des actions qui sont des actions plutôt innovantes aujourd'hui. On n'est plus dans le tout tuyau comme on pouvait être il y a quelques années. Et il y a des actions de sensibilisation aussi à mener auprès de tous les publics, que cela concerne, enfin, quel que soit le point concerné, hein, que ce soit les inondations dans leur ensemble, que ce soit les eaux de ruissellement, que ce soit les eaux pluviales urbaines, et des sensibilisations qui passent souvent par les jeunes publics qui sont beaucoup plus réceptifs et qui sont capables le soir, lorsqu'ils rentrent à la maison après une journée d'école, de dire à leurs parents ce qu'ils ont entendu, et pourquoi pas de gronder leurs parents s'ils trouvent que le comportement des parents n'est pas conforme à ce qu'on leur a dit. Alors, Anne Gros-Perrin, dans la métropole du Grand Lyon, il est question de désimperméabiliser. Alors, on imagine bien l'envie. Après, concrètement, ça peut se traduire comment? Parce que c'est assez technique, assez compliqué. Puis une ville, quand elle est construite, revenir sur ses fonctionnalités, sur sa distribution, c'est quelque chose assez complexe, j'imagine, surtout ici. Oui. Tout à fait. C'est un vrai changement de paradigme, en fait, hein, dans la question de la gestion des eaux pluviales. Et ce n'est pas qu'une question de technicité. C'est vraiment ça réinterroge, en fait, toute la fabrique de la ville telle qu'on l'a conçue jusqu'à maintenant. Donc, ça demande effectivement de travailler tout à fait différemment. Alors, désimperméabiliser, c'est quoi? On va prendre des parkings, on les casse, on enlève des routes, on va supprimer des quartiers, par exemple. Il y a différentes manières de le faire. Hein. Sur ce que nous souhaitons faire, nous, au niveau de la métropole de Lyon, on a un objectif de 400 hectares de désimperméabilisation d'ici la fin du mandat. C'était une centaine d'hectares sur le précédent mandat. Néanmoins, quand on dit 400 hectares, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le traduire, en fait, dans l'ensemble des politiques publiques. Et j'insiste lourdement là-dessus, parce que cette cohérence qu'on doit retrouver au niveau de la gestion des eaux pluviales, on ne peut la retrouver qu'en impliquant l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des délégations à l'échelle d'une métropole qui sont concernées par cette problématique de gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire la voirie, l'urbanisme, évidemment, mais la végétalisation pour nous, puisqu'on a un grand plan végétalisation, également les collèges, puisque les établissements scolaires sont concernés. Donc, il faut s'immiscer un peu dans les projets. Et puis dire à l'occasion de ce projet-là, on va… C'est plus que ça, parce qu'en fait, il faut opérer un changement de culture. C'est-à-dire qu'il s'immiscer dans les projets, c'est ce que je crois Elisabeth Cibeux a beaucoup essayé de faire au cours du mandat précédent, puisqu'il y a eu des réalisations exemplaires qui ont été réalisées, Porte des Alpes, par exemple, dont elle pourra parler dès 1997. Mais ça ne suffit plus, en fait. Il faut vraiment penser une stratégie de désimperméabilisation à l'échelle même de la métropole, et ça implique de travailler en transversalité avec l'ensemble des délégations concernées. Donc, nous réunissons un comité de pilotage actuellement des délégations urbanisme, voirie, eau et assainissement, végétalisation, pour arriver à penser collectivement cette stratégie et la traduire par une grande politique publique qui donnera lieu à une délibération structurante.
une fois qu'on a dit ça, il faut aussi impliquer de la même manière les services. Et le changement de culture, il est aussi à trouver également dans l'organisation de la collectivité elle-même, qui n'a pas forcément pour habitude de travailler dans la transversalité, même si je crois qu'Elisabeth Sibeux et son service ont beaucoup tenté de le faire par le passé. Il faut qu'il y ait un portage politique pour ça, pour que ça soit vraiment efficace. Il faut former les services, il faut vraiment aussi, à ce niveau-là, travailler en transversalité pour qu'il y ait un vrai changement de paradigme au niveau de la gestion des eaux pluviales. Par exemple de transversalité, on va construire une piste cyclable. Par exemple, il faut tout de suite se poser la question de savoir si on construit une piste cyclable avec de l'eau qui ruisselle. Alors, on a déjà la réponse en posant la question. Oui. Ou si on va plutôt faire une piste cyclable où il y a de l'infiltration possible. Alors, sur cette question, Elisabeth Sibeux, comment vous voyez très concrètement, parce qu'il y a les propos politiques que je ne veux pas du tout amoindrir, mais on peut déclarer et derrière, il faut faire. Donc, comment on peut faire pour aller vers la désimperméabilisation et trouver des solutions qui puissent convenir à des services qui sont plus ou moins sensibles à cette question? Alors du coup, nous, comment on a fait? Ça fait quand même, voilà. Ça fait très longtemps qu'on expérimente des solutions au niveau de la métropole de Lyon. Des solutions qui ne sont plus maintenant des expérimentations, mais des vrais modes de faire. Et on a fait une évaluation technique de tout ce qu'on a réalisé ces 20 dernières années dans le précédent mandat. Et on a fait cette évaluation en transversalité avec nos collègues justement des autres métiers pour leur montrer que ces techniques-là, 20 ans après, elles fonctionnaient toujours. Elles étaient toujours en service, elles étaient toujours viables, elles n'étaient pas complètement incohérentes par rapport à la voirie. Une chaussée poreuse, c'était toujours là et elle n'était pas confortable, on pouvait toujours l'utiliser. On l'a fait aussi avec à la fois des équipes de conception et des équipes d'exploitation, parce que c'est aussi les exploitants dans les collectivités, ceux qui vont entretenir demain ces techniques-là, qu'il faut entraîner dans ces réalisations. Et du coup, on a réussi à démontrer tout l'intérêt de ces techniques-là. Aujourd'hui, sur le plan national, vous avez à l'AST des cahiers des charges techniques généraux qui ont été revus grâce à des groupes de travail qui ont été faits, donc les fascicules 70, 1, 2, 74, 73, etc. Donc, alors, je parle très technique là, excusez-moi, mais donc ces fascicules-là, en fait, décrivent exactement… Vous les citiez, parce que ça peut intéresser des élus qui nous entendent aussi. Ils décrivent exactement ce qu'un maître d'ouvrage doit savoir pour commencer à contractualiser avec une entreprise de travaux pour réaliser ces travaux. Donc, ces techniques, ces fascicules ont été complètement mis à jour et ils sont aujourd'hui disponibles avec justement les dernières techniques en œuvre. Donc, j'invite tous les maîtres d'ouvrage et tous les élus qui sont là à les utiliser. Ils sont disponibles pour l'instant sur le site de l'AST et demain, donc, ils devraient être publiés par le ministère dès qu'ils seront signés. Ils sont encore en cours de signature. Il y a beaucoup de guides techniques aussi qui existent dans toutes les villes. Chaque ville, je crois, en a fait un. Faire un guide technique, ce n'est pas seulement dire exactement ce qu'il faut faire, c'est aussi s'approprier vraiment la technique. Donc ça, je pense qu'en allant sur Internet, on trouve énormément de documentation. Donc il n'y a plus de problème avec ces techniques de gestion des eaux pluviales à la source. On sait faire. On sait réaliser ça, on sait les exploiter. Il y a encore quelques petits écueils, mais finalement, c'est assez simple. Mais ce qui manque, c'est bien cette volonté-là, c'est de partir très à l'amont des projets et dès l'amont du projet, d'aller intégrer cette vision de l'eau. Alors qu'effectivement, quand on fait une voirie et qu'on est chef de projet voirie, on n'a pas forcément envie de parler d'eau. Alors que si, il y a quand même de l'eau à gérer et qu'il faudra se poser cette question-là. Et le mieux, c'est de le poser dès le départ du projet de voirie. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les techniques existent. Elles sont guidées, référencées de partout. Elles sont solides, elles sont robustes. Elles fonctionnent 20 ans après, on l'a démontré. Elles permettent en plus des vrais gains en termes de non-transfert des polluants. C'est vraiment les techniques de gestion à la source des eaux pluviales, c'est vraiment des techniques qui vont permettre d'arrêter la diffusion des polluants et d'éviter que ces polluants rejoignent les milieux aquatiques. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ça va permettre surtout de l'infiltration et donc, du coup, de la régénération des nappes phréatiques et des ressources en eau. Donc, c'est extrêmement important. C'est tout à fait majeur pour la recharge des nappes souterraines dans lesquelles on puise en ignorant quelquefois qu'elles s'épuisent. Alors, Nicolas Fulen et Elisabeth Sibeux. Nicolas Fulen, je vais vous donner la parole d'ici quelques instants. Je voudrais qu'on parle de l'aspect psychologique, parce qu'il y a la vision politique, il y a la vision technique, et puis il y a aussi comment ça passe ou pas auprès des habitants, parce on parle d'administrer les territoires, mais les gens, ils ne sont pas administrés, ils habitent les territoires, et il faut quand même qu'ils puissent s'associer à ces questions et être embarqués. Est-ce que c'est compliqué de convaincre ? J'imagine que ça dépend des dossiers, mais est-ce qu'on arrive facilement à avoir l'adhésion du public qui comprend bien de quoi il s'agit? Alors, si je peux faire un petit retour d'expérience, on va passer la parole à Nicolas Fulen.
En fait, ce qui reste compliqué quand on présente un projet, c'est quand par exemple, tous les projets, à chaque fois qu'on a présenté des projets de réouverture de cours d'eau, de gestion des eaux pluviales sous la forme de rivières sèches, etc., les gens ont très peur de l'inondation. Et donc, souvent, on a assez peu de succès. Donc, il y a quand même toujours cette peur de l'inondation et de l'eau en surface, de l'eau qui va peut-être, dans laquelle on va pouvoir se noyer, qui va peut-être amener des moustiques, qui va amener des polluants. Donc, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, il faut qu'on travaille pour expliquer les choses et redonner cette envie de retrouver l'eau. Une fois que le projet est là, quand le projet est fait, les gens sont super contents et au contraire, ils vont vraiment plébisciter les espaces où la remise à ciel ouvert de l'eau a été réalisée avec succès. Mais c'est vrai qu'il y a la première fois quand on arrive avec son projet, c'est un peu froid l'accueil, je dois avouer. Nicolas Fullen, ça c'est votre domaine à vous. Vous êtes donc chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon et vous vous intéressez aux comportements sociaux et puis aussi à la façon qu'on peut avoir de transformer des idées marginales en idées qui sont un peu plus standards, on va dire. Qui sont acceptées. Je parle de ça parce qu'on vient d'entendre à l'instant Elisabeth Cibeux qui disait les chaussées avec infiltration. Il faut quand même revenir dessus en disant 20 ans après, ça marche encore parce que c'est pas que c'était pas dans les coutumes, donc il faut réussir à convaincre. Oui, tout à fait. Surtout que la question de l'eau, elle est vraiment centrale là-dedans. Enfin, j'ai entendu parler de changements, de renversement ou en tout cas d'évolution un peu culturelle, des normes, de stratégies multi-acteurs, de transversalité. Et c'est bien le propre de l'eau, c'est que ça génère des représentations qui sont très émotionnelles, où la perception du risque est assez binaire, un peu en tout ou rien, quoi. C'est-à-dire l'eau est notre allié, elle est notre ressource, on a un attachement qui est quand même fort à cette ressource. Dès qu'on en parle, ça laisse personne, en tout cas, indifférent. Et en même temps, elle est très immédiatement porteuse de risque, quoi. Elle manque ou elle est trop présente. Elle est vive, donc on la contemple, on en tire du plaisir, mais immédiatement, dès qu'elle se met à stagner, elle va évoquer tout ce qu'évoque l'eau dormante depuis l'origine de l'homme. Hein. Ça évoque tout un tas d'images qui font un petit peu peur. Et du coup, c'est un sujet. Alors, on travaille sur différents sujets, évidemment, sur les changements de normes, les changements de représentation. On travaille à la fois sur l'énergie, l'alimentation, et on se rend bien compte que l'eau touche à quelque chose qui est quand même assez particulier, où on a interrogé les habitants sur ces projets-là, effectivement, et on voit bien que les émotions en anticipation ne sont pas tout à fait les mêmes que les émotions au temps présent. C'est-à-dire que quand on se projette dans des projets en avance, qu'on essaye d'imaginer ce que ça pourrait donner, on a effectivement une évocation de beaucoup de risques, le moustique, effectivement, entre autres, les inondations, les mésusages aussi, parce qu'il y a des images qui circulent sur ces lieux-là qui peuvent être complètement idéalisées à un moment donné, et c'est aussi un problème. C'est-à-dire que quand on évoque la désimperméabilisation, la nature en ville, ça évoque souvent, pas que chez les habitants, d'ailleurs, mais des images très idéales d'un espace de nature complètement idéalisé et qui parfois, du coup, se trouve un peu décalé avec les choses qu'on voit en vrai. Et ça, tout ça renvoie un peu la même chose. Au moment où on désimperméabilise, il faut quand même le temps que ça pousse. On ne va pas tirer sur les arbres pour qu'ils sortent de terre. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose de pas très sympa à proximité de chez soi, on va dire. Alors, il faut le temps que ça pousse. Et puis, c'est des espaces qui sont des espaces intermédiaires, qui sont des espaces changeants, qui peuvent à des moments produire un peu cette ambiguïté entre la nature et la ville. Et il y a un certain nombre de travaux qui montrent que quand on est dans l'un, tout va très bien, quand on est dans l'autre, ça va, mais quand on est dans la marge entre les deux, on est dans cet étrange familier qu'on n'aime pas trop, quoi. C'est un peu la vallée de la mort du rapport à la nature en ville, c'est que l'entre-deux évoque à la fois du délaissement, du risque de non-maîtrise, de non-contrôle. C'est un peu comme tous ces surfaces qui permettent l'infiltration, qui laissent apparaître l'eau à un moment donné et où les habitants vont assez vite considérer que c'est un défaut, que c'est une défaillance, parce que l'eau, on a pris l'habitude, un peu comme les déchets, et on se retrouve avec la conséquence de toute cette gestion de la ville qui consistait à dire tout ce qui nous dérange, on le cache, on le fait disparaître le plus vite possible, et on repousse la gestion le plus à l'extérieur possible. Et c'est vrai des déchets comme de l'eau, c'est la même logique, ça doit disparaître, et quand ça réapparaît, ça produit une impression de quelque chose ne va pas, on ne contrôle plus tout à fait. Et cette attente de contrôle absolu sur l'environnement urbain est aussi ce qui vient produire des réticences, des résistances. Donc ça, c'est plutôt du côté des habitants. Et là-dessus, effectivement, le travail de sensibilisation, il oblige à prendre les choses vraiment à la racine. Qu'est-ce que le cycle de l'eau pour des gens en ville? Ils dessinent assez facilement le nuage avec la montagne et la rivière, mais dès qu'on met la ville dedans, tout à coup, pour eux, ça devient
il ne voit plus que la circulation horizontale et plus trop la circulation verticale. Donc, l'infiltration dans le sol, la question du sol disparaît petit à petit et la logique du tout tuyau est complètement intégrée, presque implicite. Et c'est pour ça qu'on a proposé, entre autres, des choses qui consistaient à révéler, à remettre en visibilité cette question du tuyau pour qu'entre les tuyaux, on reconsidère et on reprenne conscience qu'il y a des sols, que le sol en ville existe également et qu'il a de l'épaisseur. Ça nécessite aussi de parler de la ressource de l'eau un peu comme quelque chose qu'on peut perdre, donc comme quelque chose qu'on a déjà un peu. C'est un peu ce qui est compliqué, c'est-à-dire que l'eau filant, l'eau s'écoule toujours, en tout cas on l'aperçoit comme quelque chose s'écoulant, donc on n'a pas l'impression qu'elle est là et qu'à un moment elle peut manquer. Donc ça veut dire qu'à un moment, ce rapport à l'eau, il faut le retravailler un tout petit peu pour lui suggérer un peu sa capacité à être déjà là en ressources limitées et que du coup, chaque fois qu'on ponctionne de l'eau, on touche à une ressource qui est en partie limitée. Les logiques d'amont et d'aval aussi, qui viennent illustrer l'interdépendance entre des territoires et qui sont parfois un peu oubliés. C'est-à-dire on va penser mentalement un peu un espace très restreint et du coup, la circulation amont-aval est un peu ignorée. Les perceptions des risques sont aussi très liées à ça par rapport à l'inondation et ce phénomène d'oubli qui est la difficulté à se projeter dans un territoire un peu plus étendu parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à garder une perception du risque, par exemple des risques d'inondation. Et vous le disiez sur les professionnels et les acteurs de l'urbanisme, il y a aussi cet ancrage des habitudes, de ce qui va de soi, de l'option par défaut. C'est-à-dire que pour la gestion, on va dire, classique, centralisée, on ne se pose pas trop de questions et on y va et on a l'habitude. Et pour les autres techniques, on va devoir réfléchir un peu plus. Ça va prendre du temps, ça va introduire de la complexité, etc. Toutes sortes de choses dont on sait que dans la vie quotidienne, c'est tout ce qui va freiner nos décisions. C'est des choses qu'on évite en règle générale. Alors, voilà. Les choses qu'on évite, c'est des choses un peu trop originales aussi. Souvent, vous travaillez, vous, sur comment passer de la solution marginale à la solution convenue, on va dire. Je ne sais pas ce qu'on peut citer comme exemple, mais peut-être, je ne sais pas, le vélo. Il y a quelques décennies, faire du vélo, c'était marginal, voire militant. Aujourd'hui, faire du vélo, c'est ce qu'on encourage tout le monde à faire, finalement. C'est devenu quelque chose de convenu. Alors, comment on passe de l'un à l'autre ? Alors, effectivement, c'est déjà reconnaître que ce qui est minoritaire peut être créatif. Et plus tôt on le reconnaît, mieux c'est, parce que parfois on a mis du temps à reconnaître que des initiatives qui étaient des initiatives d'extraction ou d'ouverture du béton par des habitants, de reprise de possession de pieds d'immeubles, de pieds d'arbres, etc., ont été un peu considérées comme marginales. Or, c'était évidemment des sources de créativité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toutes les stratégies qui sont identifiées dans la littérature comme ce qu'on appelle le mainstreaming, c'est-à-dire comment petit à petit on va rendre ce principal en français, voilà, hein, c'est ça. Voilà, de rendre ce qui est alternatif, et c'est là où au début de notre travail, donc avec l'agence de l'eau sur cette question de la désimperméabilisation, c'était la gestion alternative. Donc on a essayé d'interroger un peu ce langage en disant tant qu'on est dans cette logique de l'alternative, ça veut dire qu'en termes de prise de décision humaine, on est dans par défaut et sans effort, on va utiliser les techniques classiques et plutôt centralisées, et au prix d'un effort, on va utiliser les gestions alternatives. Donc, on essaye de renverser ça, ou par exemple, dans le cadre d'un projet, on va expérimenter donc, sur des territoires, le Grand Narbonne et le Grand Besançon, des expérimentations qui vont utiliser un certain nombre de leviers qui consistent à la fois essayer de renverser le système de décision chez les acteurs, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir et justifier la non-désimperméabilisation. Donc, dès qu'on perméabilise, à ce moment-là, on doit s'interroger, expliquer, justifier, là où l'inverse est plutôt le cas. On inverse effectivement la décision. Voilà, on inverse la décision, on inverse un système un tout petit peu de contrainte où il faudrait que le dossier soit un peu plus épais pour perméabiliser et un peu moins pour désimperméabiliser. Or, dans l'appréhension que peuvent avoir les acteurs de ces techniques-là, ils le perçoivent comme quelque chose comme s'ils avaient un gros dossier pour la désimperméabilisation et un tout petit à remplir pour l'imperméabilisation. Donc, on essaye de renverser ça en jouant aussi sur les mobilisations sociales et sur la capacité qu'ont des habitants, des citoyens à être force de proposition et à intervenir dans des projets en développant et en explicitant des attentes. Dans les groupes de discussion qu'on a fait avec des habitants sur la question des eaux pluviales, c'était pour eux une révélation absolue, un véritable scandale, cette idée de gestion centralisée. Ils n'avaient jamais perçu ça, jamais imaginé ça, et le simple fait de le savoir, ils ont décidé de se revoir ensuite, etc. Qu'est-ce qui faisait le scandale cette gestion centralisée, c'est-à-dire de mêler les eaux
de mélanger les eaux et de ne pas les séparer, de ne pas laisser s'infiltrer. Et ça a été, là encore, presque binaire, presque immédiat. C'est pas l'attachement D'avoir des à l'eau. réseaux unitaires, en fait, Voilà, c'est ça. le réseau unitaire. tout à fait. D'accord, très bien. Michel Jam, si on parle tuyau, vous avez l'impression que c'est fini le tout tuyau ou c'est vite dit et pas forcément vrai? Non, je ne pense pas que ce soit encore fini. On parlait de sensibilisation tout à l'heure, et c'est vrai qu'il faut sensibiliser les publics. Il faut d'abord sensibiliser les élus, en fait, parce que moi je pense que les élus dans n'importe quelle commune ne sont pas assez sensibilisés à tout ce qui touche l'eau, l'eau dans tous ses états. Ensuite, c'est quelque chose qui demande une grande transversalité, on l'a dit, mais qui demande des synergies, parce que ça a été dit tout à l'heure en parlant de la métropole de Lyon, mais au Grand Narbonne, c'est pareil. On parle d'eau pluviale, mais en même temps, on touche la direction sur l'aménagement du territoire, on parle d'environnement. Bon, on ne parle pas que d'eau. Donc, il faut qu'il y ait un travail au niveau des directions générales des communautés de communes, d'agglo ou de métropole. Il faut un grand travail des directions générales et il faut un grand travail des élus que nous sommes pour que justement ces synergies puissent fonctionner. Vous avez décidé de dessiner les tuyaux sur les chaussées. Pardon ? Vous avez un projet où vous allez dessiner les tuyaux pour qu'on les voit, parce que c'est vrai que oui, c'est un projet avec Nicolas, il a dit tout à l'heure. Voilà, donc on va voir les tuyaux qui apparaissent sur la chaussée. Voilà, et puis cela peut nous permettre de gérer un peu les contradictions, parce que il y a très peu d'administrés qui sont sensibilisés à toutes ces questions. Et après, il faut gérer les contradictions. Vous savez, quand il y a un gros orage, bon, si vous avez 2-3 cm d'eau dans la rue, vous trouverez bien quelqu'un qui va venir se plaindre parce qu'il s'est mouillé les chaussures. Mais quelques jours après, la même personne va goudronner complètement le terrain qui entoure sa villa. Ouais. Et à l'inverse, on parlait de catastrophe tout à l'heure. Vous me disiez, quand il y a une catastrophe, c'est là où on peut parler aux gens. Et ça ne dure pas longtemps d'ailleurs. On parle toujours de la perte de mémoire suite aux catastrophes naturelles. Vous disiez, après les événements de 2018, tout le monde était grandes oreilles ouvertes à tous les propos qu'on pouvait avoir sur l'eau, mais ça n'a duré que quelques semaines. Ce n'était pas très long. Absolument. Moi, j'ai connu une grosse inondation dans ma commune en 2014. Donc, c'est vrai qu'il y a des réactions immédiatement. Il y a toujours des polémiques. Et évidemment, dès qu'il y a une inondation, on va toujours essayer de chercher la faute à quelqu'un, voilà, chercher un responsable. Mais on s'aperçoit qu'au fil des semaines et au fil des mois, cette mémoire disparaît. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez être de bonne foi et dire à cet endroit-là, il n'y a jamais eu d'inondation, donc je ne comprends pas que l'on m'interdise de construire. Je ne comprends pas qu'on m'oblige à faire ceci ou qu'on m'oblige à faire cela. Mais quand vous regardez l'historique, c'est pas du tout vrai. Est-ce qu'il y a des questions, Hakim, du côté du fil de discussion? Est-ce qu'on a des remarques ou des questions? Alors, il y a déjà attendez, Patrick Fresnel qui salue l'ingénierie publique concernant notamment le laboratoire central Ponts et Chaussées, qui a largement contribué à la diffusion de techniques de limitation des flux d'eau pluviale en zone urbaine. Voilà, donc je passe le mot. Très bien. Guy Le Curieux nous interroge: est-ce que la gestion du curage des avaloirs du réseau pluvial est un enjeu pour vos invités et plus généralement pour les collectivités? Elisabeth Sibeux. On parle de déchets rejetés en milieu naturel, de risques d'obstruction du réseau, etc. C'est des questions directes, je vous entends sourire. Alors, allons-y. Effectivement, quand on est dans un système unitaire ou séparatif pluvial avec des tuyaux, la première pièce du tuyau, c'est l'avaloir avec la grille. Et en général, dès qu'il pleut, juste avant, il y a eu un petit coup de vent, il y a toutes les feuilles qui sont tombées sur l'avaloir et qui ont bouché l'avaloir. Donc, il y a effectivement une mécanique à trouver avec les services qui vont exploiter la propreté de la voirie pour être sûr que tout ça va quand même fonctionner le jour où ça voudra le faire. Et puis sur les avaloirs, on n'a pas forcément, en fait, on a certains avaloirs qui doivent être curés, on le sait en fait, mais tous n'ont pas forcément de nécessité à être curés. On n'a pas trouvé d'enjeu particulier à faire. Le seul enjeu qu'on y verrait, c'est par contre quand on a certains de nos avaloirs qui sont avec ce qu'on appelle des puisards.
donc de l'eau qui va stagner, qui va rester en permanence. Et dans certains quartiers, assez peu, mais quand même un ou deux, dans ces avaloirs a pu se développer le moustique tigre, puisque du coup, il a trouvé une zone d'eau bien tranquille. Et est-ce que ce n'est Personne pas ne le cas quand l'embête. même des nous d'infiltration? Donc, ces fossés, ces tranchées qu'on met en ville, où on essaye de faire effectivement s'infiltrer l'eau. Est-ce qu'on peut dire que c'est contradictoire avec la lutte contre le moustique tigre? Est-ce qu'il n'y a quand même pas du développement de, Pas du tout. Pas du tout, d'accord. En fait, tous les ouvrages de gestion en surface de l'eau, de toute façon, ils sont dimensionnés pour se vidanger en 24 heures, C'est pas fait pour 36 stagner. heures Voilà. maximum. Si ça En stagne, c'est fait, que c'est mal fait, quoi. il faut que l'eau reste plus de 4 jours pour que le moustique commence à se D'accord. développer. Donc, si l'eau reste plus de 4 jours, c'est que l'ouvrage, effectivement, est mal fait, mal dimensionné, il faut le reprendre. Donc, on va avoir plutôt ça dans ces ouvrages-là où l'eau Je stagne pose la tout le question temps. parce que c'est vrai que c'est devenu un vrai souci, cette histoire de Mais par moustique contre, tigre. donc on a fait 1 an d'enquête en fait sur Lyon, sur toutes nos techniques justement alternatives, donc les noues, les tranchées drainantes, mais aussi les toitures végétalisées pour essayer de voir si le moustique tigre s'y développait. Et en fait, on s'aperçoit que le moustique tigre, c'est pas du tout un habitat qu'il va apprécier. Il n'y a pas assez d'eau pour lui, pas assez d'eau stagnante. Il va plutôt préférer des bassins enterrés dans lesquels l'eau va stagner. Il va préférer en fait tous les endroits où vraiment l'eau va stagner et où il ne sera pas en concurrence avec d'autres spécialités. Sur un grand bassin d'eau pluviale, enherbé, où il y a beaucoup d'autres espèces de moustiques qui vivent, le moustique ne deviendra pas, il aura trop de concurrence. Donc voilà, donc là-dessus aussi, il y a eu pas mal d'études et il y a aussi des publications qui sont faites que vous pourrez retrouver sur le site du Grès. Donc, je pense qu'on a quand même cerné à peu près comment construire convenablement des ouvrages pour éviter ce risque-là. Et ce n'est pas ces ouvrages-là qui amènent le moustique tigre. Ça ne nous freine donc pas dans la politique d'augmentation des infiltrations. Donc ça, c'est important de le signaler. On voit que vous avez bien travaillé la question du moustique tigre. Je vous posais la question. Michel Jam. 2 points pour revenir à la question. Je prendrai d'abord l'exemple de ma commune, mais évidemment, ce qui concerne les avaloirs, parce que nous sommes en période de vigilance, mais nous sommes encore plus vigilants. Donc, nous faisons le tour de tous les avaloirs pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de feuilles, même si c'est un travail qui se fait à longueur d'année. Par contre, par rapport à la question en elle-même, je voudrais parler des bienfaits de la mutualisation. Et ça, on fait le lien avec la discussion qu'il y avait juste avant cette table ronde en parlant de mutualisation et de transfert aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération. Juste un exemple, il y a quelques mois, j'ai inauguré une station d'épuration qui concernait 2 communes, mais dont le prix était sans commune mesure avec le budget d'investissement de ces 2 communes, c'est-à-dire que seules elles ne pouvaient pas le faire. Et s'agissant des eaux pluviales, dont nous sommes en plein le transfert, nous sommes en train de terminer le transfert de la gestion des eaux pluviales au niveau du Grand Narbonne. Et c'est vrai que ce transfert va permettre à la plupart des communes, bon, certaines non parce qu'elles le faisaient déjà, mais ce transfert va permettre à certaines communes de faire bien plus que ce qu'elles faisaient en entretien des réseaux pluviaux, par exemple des passages de caméras pour voir quel est l'état justement des réseaux. Alors tous les ans, il ne se fera pas tout le linéaire du pluvial, mais pour beaucoup de communes, c'est quelque chose de nouveau. Nicolas Fellen. Alors, on évoquait différents sujets, notamment la question des eaux dormantes et des risques de développement de parasites. Là, ça, c'est dans la conscience. Vous parliez du rapport émotionnel à l'eau. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les eaux dormantes, mais il faut dire qu'historiquement, on a 2-3 raisons de s'en méfier aussi. Je ne sais pas si c'est sur ce point que vous vouliez intervenir, mais on voit que là, sur les techniques d'infiltration, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'injonction contradictoire. On peut avoir des techniques d'infiltration sans développement du moustique. Oui, enfin, ce que je voulais souligner, parce qu'on travaille par ailleurs sur le moustique tigre et sa réduction en essayant de limiter un tout petit peu sa prolifération, et on a une continuité du point de vue des usages, on a une continuité entre la question des eaux de pluie, leur disparition, l'acceptabilité de dispositifs d'infiltration, la préservation de la ressource en eau et la capacité des habitants à se saisir de recommandations qui est éviter les gîtes, éviter de laisser de l'eau qui puisse offrir des gîtes à des moustiques tigres. Et il y a un vrai levier de réduction de la présence avec cette prévention des gîtes. Donc la question de l'eau, vous parliez de la transversalité tout à l'heure, effectivement, c'est toute la question de l'adaptation
évidemment au changement climatique, parce que la présence du moustique tigre, c'est aussi une adaptation. On peut être dans l'idée qu'on va l'exterminer, etc. Mais évidemment, non, il va être présent. Il faut apprendre à vivre avec, à adopter un certain nombre de gestes. C'est aussi les formes de présence de l'eau qui peuvent être brusquement très présentes et ensuite venir à manquer, et comment petit à petit on apprend à vivre avec ce type de contraintes. Donc ça montre pour moi le rapport, quand on travaille à la fois sur la désimperméabilisation et sur la présence du moustique tigre, on se rend compte qu'il peut y avoir ce qui paraît être des contradictions, mais qui en fait n'en est pas. Et puis surtout, on a un vrai levier de mise en cohérence d'un certain rapport à l'eau chez les habitants et chez ceux qui produisent la ville, etc. Il y a un vrai levier pour raconter des histoires et expliquer les choses aux habitants, quoi. Raconter des histoires, expliquer, ça c'est sûr, et puis surtout avoir une forme de cohérence. Il y a des labels, des stratégies qui sont d'urbanisme sensible à l'eau. Cette question de la sensibilité, effectivement, vous parliez de que le sujet de l'eau soit évoqué de manière récurrente, mais à plein de niveaux, parce que c'est un vecteur de changement d'usage, de questionnement d'habitude qui est extrêmement intéressant. On travaille en même temps en ce moment sur des choses toutes bêtes comme la machine à laver, comment on lave son linge, avec quoi, avec quel type de produit, et boum, on se retrouve encore avec cette problématique de l'eau. Donc, ça veut dire que tous les changements d'usage que dans tout un tas de secteurs, on espère pour essayer de tenir un certain nombre d'objectifs de durabilité, l'eau se circule à travers tous ces vecteurs-là, et cette transversalité à partir des usages et de la compréhension un peu de ce qui produit les comportements, il y a un levier qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment très intéressant. Il faut en profiter. D'ailleurs, ça soulève des questions, Hakim. J'allais dire au standard. Alors, des questions et beaucoup de contributions. Concernant le moustique, Laetitia Bacot du Grès nous renvoie à toute une littérature qui a été produite par le Grès. Je vous invite à suivre le fil de discussion et elle nous conseille notamment de nous reporter à des documents tels que Démêler le vrai du faux sur le moustique, etc. et un certain nombre de fiches techniques. Je remercie également Mathieu Delahaye qui interviendra tout à l'heure, de Suez, et qui répondait également sur la question des avaloirs et qui merci d'ailleurs de répondre en ligne pendant que d'autres intervenants parlent. Concernant le curage des avaloirs, il s'agit effectivement d'une problématique pour nos clients, notamment pour limiter le risque de déversement de macrodéchets lors de leur encrassement. Nous proposons des capteurs pour mieux les gérer et éviter ces débordements. Nous en avons 1000 en fonction à Marseille. Et puis, c'est une question plutôt pour vous, Monsieur Fiolaine. Philippe Barbet vous demande… Parlez bien dans le micro, Hakim, voilà. Parlez bien devant le micro, Hakim, je ne sais pas si vous entendez un peu moins bien. Oui, visiblement, Monsieur Fiolaine mène des travaux expérimentaux avec certaines collectivités. Êtes-vous en recherche d'autres collectivités et comment est-il possible de s'inscrire dans cette dynamique? Parce que je crois que ça intéresse. Il y a quand même beaucoup d'élus qui se posent la question des clés pour entrer en contact avec les citoyens, passer plus facilement certaines réformes. Oui, alors effectivement, on mène beaucoup de travaux avec beaucoup de collectivités. Dans le cadre de la désimperméabilisation, donc il y a 2 collectivités, dont le Grand Narbonne et le Grand Besançon, qui sont engagées. C'est une expérimentation. Alors, c'est dans le cadre de démarches qu'on appelle d'intégration de la psychologie sociale, des sciences comportementales à l'action publique. On sait mieux le faire, on est mieux outillé. Il faut que certains se lancent. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse s'est jetée dans le bain, si j'ose dire, à oser, et du coup on a pu conduire ce projet-là. Il y a d'autres territoires qui sur d'autres sujets commencent à intégrer. Ça demande une vraie transversalité, parce qu'on ne peut pas parler à un moment aux habitants de l'énergie, à un moment de l'alimentation, à un moment de l'eau. On sait qu'il y a des logiques de mise en cohérence et que chacun fait levier avec l'autre, et que traiter ces sujets dans vraiment une transversalité autour de cette question de l'évolution des normes, de l'évolution des usages est vraiment vertueux. On l'analyse au niveau national dans des initiatives qui sont prises sur différents territoires. Donc, dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une expérimentation. Il va y avoir des résultats qu'on espère être bons, parce qu'on va mesurer de manière très rigoureuse l'impact de ce qu'on fait, à la fois sur l'initiation de projets de désimperméabilisation, à la fois sur la sensibilisation des habitants. Une fois ces résultats produits à cette échelle expérimentale, notre but, ensemble avec l'Agence de l'eau, c'est de partager les outils, de partager la logique de la démarche depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, pour que elle puisse être réappropriée, réutilisée le plus possible par d'autres collectivités. Après, pour travailler de nouveaux sujets, d'autres sujets ou des sujets complémentaires à cela, on est bien sûr toujours partant pour trouver des territoires partenaires
pour faire que les données de la recherche en sciences humaines et sociales puissent aller un peu plus vite, informer les démarches de terrain, quoi. Ouais, c'est important par les temps qui courent, puisqu'on parle de transition, énormément de transition à faire. Il faut sûrement réformer aussi le fonctionnement de nos villes, et ça, c'est un exercice qui ne va pas être facile. On a beaucoup parlé de transversalité. Il y a aussi, en même temps que ces besoins de transition, une envie de transition, parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui, en ville, ont envie d'une ville différente, d'une nouvelle ville, avec peut-être des loisirs plus à proximité. En ce moment, ça devient même nécessaire, parce que sinon, quand on n'a pas le droit de sortir de la ville, on est très ennuyé. Et puis même, ça va dans des aspirations. Alors,